Cube Radio. Alors, mon bel amour, c'est la première fois qu'on fait un DQVS dans le nouvel appartement. Donc, on n'est plus dans une maison, on est dans un appartement. On dira pas où, parce qu'il y a des vilaines personnes qui nous aiment pas. On veut pas qu'ils viennent frapper à notre porte. Mais tout le monde nous aime, c'est bien. Ben, tout le monde, même moi. Okay. Toi, il y en a 99% qui t'aiment, puis 1% qui t'aiment pas. Je me demande ce que tu fais avec moi, hein? Ben, tant pis pour eux. Mon Dieu, c'est peut-être la dernière soirée. La première fois qu'on reçoit, puis la dernière fois que tu manges un repas. Okay, non, mais t'imagines, c'était ton dernier repas. Tu sais, on aurait ça on tape, les derniers mots prononcés par Richard Martineau. Mon dernier repas, ça serait pas les sushis. J'adore les sushis. Mais ça serait pas les sushis, mon dernier repas. C'est sûr et certain. Ça serait d'italien. Mais on reçoit... Qui on reçoit? Guy Fournier et Thierry Derez, oui, mais là, qui est chef et qui est journaliste culinaire. On-tu dit ça? Journaliste culinaire? Chroniqueur culinaire pour le Journal de Montréal. Bon, alors là, c'est deux passionnés de bouffe et on est déjà allé souper chez Guy Fournier. Et tabarnouche qu'on avait bien mangé. C'est un Christy Cook incroyable. Oh là 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 là. Oui, alors t'as inversé les choses parce qu'habituellement, c'est toujours moi qui dis « mon bel amour », devine qui vient souper. Oui, mais c'est parce que t'as pas dit « mon bel amour », fait que c'est ça qui me manque, moi. OK, mon bel amour, devine qui vient souper. Mais je le sais, qu'est-ce que tu penses? C'est Guy Fournier puis Thierry Derez. OK, donc, deux gars qui aiment beaucoup les femmes. Oui, deux gars qui aiment beaucoup la France, parce que Thierry Derez est originaire de France, et... Guy Fournier arrive tout juste de France. Non, il arrive d'Irlande, mais c'est pas grave, c'est en Europe. OK. C'est pas loin, papy! C'est juste à côté! Il a écrit des livres de cuisine. Oui. Il a animé une émission de cuisine. OK. Puis il a écrit, bien sûr, des téléromans, dont Jamais deux sans toi, qui était un téléroman extrêmement important à l'époque, très marquant, avec un personnage de macho qui était interprété par Jean Bessery, qui était l'alter ego. Là, c'était sûr qu'il représentait Guy Fournier. Très macho, tout ça, qui avait des propos, ces femmes, qui aujourd'hui, je sais même pas si ça pourrait être diffusé à Radio-Canada. Puis il y avait un personnage de féministe qui était joué par Micheline Langto, qui était la voisine, que j'adorais ce personnage-là. Mais qui était comme une hystérique finie. C'est une caricature de féministe qui aimait pas les hommes, qui était... Ouais, c'était drôle. Mais c'était super drôle, là. Tu te souviens, à l'époque, il écrivait dans Perspective, qui était le magazine qui était inséré dans la presse, puis on parle peut-être des années 70-80, et il écrivait dans Perspective, puis il avait une chronique, justement, où il parlait, entre autres, des relations hommes-femmes. D'après moi, la moitié des textes qu'il a écrits. Si on déterrait ça, là, il serait cloué au pilori. Les gens sont trop susceptibles. Guy Fournier, les gens le connaissent, il écrit dans le journal. Thierry Derez aussi écrit dans le journal. Écoute, c'est un chef, un amoureux de la bouffe, un chroniqueur. Il a déjà été chef dans un restaurant. C'est quelqu'un de très réputé dans le domaine de la gastronomie. Ce qui fait souvent dans le journal, c'est qu'il prend une vedette, puis il l'amène dans un restaurant, puis quel est ton restaurant préféré, ton mets préféré, le mec que tu préfères faire à la maison, etc. Il l'avait fait avec toi, d'ailleurs. Oui. Hey, qu'est-ce qu'on boit, mon bel amour? Un Saint-Martin Chablis du domaine Laroche. En plus, un 2018. Ah, pas un 2017. Ça a-tu été choisi par Patrick Désy de Méchant Raisin? Il est bon. Et là, je vais sortir le mot à la mode. C'est minéral. C'est très minéral. C'est très minéral. Et il est certifié HVE pour son engagement en faveur de la biodiversité. Écoute, c'est quasiment un vin pour les gens qui ont signé le pacte. Hein? Keep your day job. Oh, t'es pas fin. Sais-tu qui m'a déjà dit ça, keep your day job? Gilbert Rozon, à un moment donné, j'étais allée, il y a longtemps, évidemment, avant que les scandales sortent, j'étais allée à l'émission Il y a du monde à Metz, à Télé-Québec, et Gilbert Rozon était là, puis à un moment donné, j'ai fait une blague qui, évidemment, est tombée à plat parce que je suis pas bonne pour raconter des blagues, et Gilbert Rozon m'a dit « Sophie, c'était vraiment pas bonne, jamais je t'engagerais au Festival Juste pour rire. » Et quelques semaines plus tard, il n'y avait plus de Festival Juste pour rire avec Gilbert Rozon.
Bonsoir! Je peux pas être plus près de 6h30 que ça, là. Ben non, vous êtes même à l'avance. Comment ça va? Mais là, pas à l'avance. Bonsoir. Bienvenue Pas à l'avance, tu regardes. chez nous. Et- Ah, oui, mais moi, ma montre, elle marche pas. Ma montre indique ben là, 6h20. Il était 25. Ben, c'est parfait. Comment La politesse des rois. Ça La va. politesse des Ça rois. va bien? Ça va. Jet lag? Vous êtes revenu à quelle heure hier? Directement d'Irlande? Ouais, directement de Dublin. Est-ce que je peux prendre votre manteau et Oui, ma votre chère. très élégante, très élégant foulard? Ben oui. Dans le foulard, je le garde. Ah bon, my parce que God. de toute façon, moi aussi, ici, il fait toujours... C'est presque un ascot. C'est presque. Moi, j'aimerais ça. Je vais vous avouer quelque chose. J'aimerais avoir l'audace et le guts de porter un ascot. Ça prend des couilles. J'en ai, mais j'en C'est porte vrai? plus. Ouais, parce qu'il y a des, quand je travaillais en France, il y a des amis français qui se sont amusés à me donner des asques de taille. Puis j'en ai porté un bout de temps. Ça Mais, a un chic fou, je trouve, moi. ouais, mais c'est moins chaud que vous là. Mais, Là, on met ça un ascot, on met ça dans la chemise. Ouais, hein. ben c'est ça. c'est ça, c'est comme un foulard que tu mets dans la chemise. Mais qui porte des ascottes de connus? Une ancienne humoriste, Marc Laurando, oui, le mari d'Anne-Marie oui, Dussault. Marc Laurando, il porte des ascottes. Il porte tout ce qui est tout à fait classique et C'est traditionnel. incroyable. D'ailleurs, je pense que sa garde-robe est 19e siècle. Pas sûr, là, mais... C'est le seul homme qui, en 2019, continue à porter des vestons en velours. Hey, Thierry! Mon Dieu, vous arrivez Bonjour. quasiment en même temps. Salut, comment ça va? Ça va? Salut! Bonjour Thierry, Bonjour. comment Je suis ça pas en va? retard? Mais non, t'es parfait. même à l'avance. parfait. Vous Alors, savez le concept, on est des cuisiniers pourris. Donc, puis la dernière fois qu'on est allé manger chez vous... C'était tellement bon, C'était Guy. tellement bon, c'était vraiment exceptionnel. Fait qu'on va manger des sushis, on se trompe pas. Ah, bah là, oui. Qu'on oui, a- tout à fait. qu'on n'a pas fait. Ils sont pas trop cuits? non, mais la livraison n'est pas encore arrivée, alors on va les manger froids. On va les manger Mais froids. j'oserais pas recevoir Guy avec Non. de la bouffe qu'on fait parce que ça n'a pas de bon sens. Quand on est allé Mais manger j'avoue chez tant vous, que vous preniez pas le risque. oui. Il est critiqué à ce point-là. Moi, le fait de ne pas faire à manger me satisfait. Te satisfait? J'ai passé ma vie à cuisiner pour les Ben, autres. c'est Donc, ça. Le fait de me faire recevoir une lasagne, une salade, tu À vois. l'instant, ils n'ont pas dit ce qu'ils serviraient, là. Non, ça va être des sushis. Ça va être des sushis. Ah oui, non, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils font, s'ils le faisaient. oui. Ah, si on Ouais. faisait. Vous auriez Mais fait je peux quoi te le si, dire. Je peux te le dire, Oui. on a déjà... là, on vient de déménager en appartement, mais avant, on avait une maison. Oui. Et pour Richard, c'était vraiment important d'avoir un barbecue. Fait que là, il est allé dans un magasin... Écoute ça. Il est allé dans un magasin de barbecue, puis là, tu sais, c'est comme... Hey, m'a fait du barbecue. Je pense 200 que... 000 BTU. Non, mais il a demandé, je pense qu'il a demandé à acheter le barbecue le plus cher, avec plein de fonctions qu'il savait même pas c'était quoi, à quoi ça servait. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit à Richard, j'ai dit, t'es fou furieux. C'est pas vrai que tu vas mettre autant d'argent pour un truc qui va servir un mois par année. Faire des hamburgers. Alors, il a dit, non, c'est pas grave, je vais prendre des cours, puis tu vas voir, puis je vais être super bon. La première fois qu'on reçoit des amis à la maison, avec le barbecue de Richard, il dit, m'a faire du poulet. J'ai dit, ben oui, il y a pas de danger, un poulet. C'est comme, écoute, le poulet, c'est du poulet boucanier. Il était brûlé. Et là, les invités étaient vraiment polis. C'est des choses les plus difficiles à faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le poulet, il y a de la graisse tombe. Là, Voilà. ça fait de la flamme. Ça fait qu'au fond, c'est un poulet à la Jeanne d'Arc. Guy, je vais juste vous demander Oui. d'aller ici, parce que je vais prendre le manteau et le mettre là. Et on va pouvoir rentrer dans l'appartement. Fait que toi, c'est ça, t'as tellement fait à manger que ça t'a écœuré, puis là, tu veux plus. Oui, c'est ça. Mais ma vie a changé, moi, dernièrement, donc dans les dernières années. Donc, c'est sûr que j'ai déménagé, moi aussi, d'un grand appartement à un petit appartement. Et j'ai mis en évidence le strict minimum pour arriver à cuisiner pour 1 à 2 personnes. 3 pour les bouchées, cocktails, etc. Mais je peux plus recevoir comme je recevais dans le temps, toujours Mais des t'es grandes content maisons, de etc. ça? En fait, c'est un soulagement incroyable. T'es sérieux? Je suis très sérieux. C'est comme une espèce de poids que, bon, premièrement, j'ai fait le métier pendant
pendant 30 Ben non, ans. c'est ça. Et après ça, pendant 25 ans de ma vie, j'ai passé le temps à inviter les amis, la famille. C'était toujours un peu comme des événements parce que on va manger chez Thierry, donc C'est sûr que ça je va être me bon. mettais, je me mettais de la pression. D'une fois à l'autre, je recevais même des lettres de poèmes, etc. sur mes repas, en tout cas. Bref. Tellement ils étaient heureux, et donc ça me mettait tellement de pression la fois d'après que là, moi, j'ai pas fait de poulet grillé, brûlé, carbonisé, mais je me suis dit, ok, je vais faire plaisir jusqu'au temps que je pourrais le faire, et maintenant, je suis libéré de ça. J'invite les gens au restaurant, où je leur dis, je vais aller chez toi, je vais te faire un petit truc, etc., mais moi, je reçois plus. Mais ça, c'est drôlement intéressant parce que... vraiment des poèmes, nous autres, quand on reçoit les gens souper. Il n'y a personne qui nous a écrit un poème. Dans nos têtes, on se fait pas de lettres de bêtises. Oh, Richard, tu as brûlé ton canard. Ça rime. Mais déposez vos verres. Alors, Guy, vous vous installez ici. Oui. Thierry à côté. Richard et moi, on est côte à côte parce que Richard, il aime bien des fois me pincer les cuisses pendant que je mange. C'est-à-dire Heureux homme. ce qu'on n'aura pas le droit de faire, je comprends. Exactement, exactement. Tête le genou. Alors, c'est très drôle parce que, tu sais, en cette période de MeToo et tout ça, où les gens font des scandales avec le moindre truc, Richard se plaît à raconter une anecdote qui nous est arrivée il y a peut-être 1 an. Donc, avant MeToo. On est invités, Richard et moi, dans une espèce de grand gala. Il y a une grande table, il y a que des gens, tu sais, prout-prout, des chefs d'entreprise et tout ça. Et il y a quelqu'un de très connu que je ne peux pas nommer qui est assis à ma droite. Richard est assis en face de moi. Et à un moment donné, 1 verre, 2 verres, 3 verres pendant le souper, la personne qui est à ma droite, que je ne peux pas nommer, me pogne la cuisse et commence vraiment à me tripoter la cuisse puis me malaxer. Mais tu sais, Richard est comme en face. Fait que là, au lieu de faire un scandale, de le gifler, de le dénoncer sur la place publique, je l'ai regardé puis je lui ai dit, écoute, homme dont je ne dirai pas le nom, j'ai dit, je pense que tu as trop bu. Alors tu vas, je l'ai regardé droit dans les yeux, mais fermement, là. Tu sais, il voyait dans mon regard que j'étais pas de bonne humeur. Je lui ai dit, tu vas enlever tout de suite ta main de ma cuisse, parce que regarde qui est en face, c'est Richard. Et si jamais t'enlèves pas ta cuisse, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Si jamais t'enlèves pas ta main de ma cuisse, Richard va avoir affaire à toi. Puis là, il a dit, ah oui, c'est vrai, je pense que j'ai bu un petit peu trop, puis tout ça. Mais quelqu'un d'autre aurait réagi différemment, quelqu'un d'autre aurait figé sur place, puis 6 mois plus tard, aurait dit « Ah, c'était écœurant l'autre jour, un tel de super, méga connu m'a mis la main sur la cuisse, puis c'était écœurant, puis tout ça. » Mais c'est rendu ça, MeToo, maintenant, là. C'est devenu des trucs de dénonciation complètement débiles, là. Mais en même temps, il a eu plus que du culot, et il a eu de l'affront quand même de pouvoir faire ça, non seulement de le faire à une personne qui est non consentante, mais en plus devant Richard. Ouais. Ça prend du cul. Il était pas. Il était pas. Ouais. Parce que c'est un homme franc. C'était une manière de démontrer son attirance. Voilà. Ouais, pas sûr. Comme vous le savez, donc, on est nul en cuisine. Donc, ce sont des sushis. Alors ça, c'est Comment tu peux savoir, comment on peut savoir que t'es nul à la cuisine puisque tu l'as pas fait? Hein? Ah, ben là, donc, alors la prochaine fois, je vous reçois, puis ça va être nul, ce sera pas bon. Et comme ça, vous allez voir à quel point je suis pas bonne. Et comme ça, la fois d'après, je vous réinviterai, puis je ferai des sushis. Où chacun fait un plat. Où chacun amène un plat. Ça peut être un bon concept. Mais ça ressemble un peu trop à un souper presque parfait. Donc, nous, c'est Devine qui vient souper. Donc, c'est devine ce que tu vas manger pour pas te faire empoisonner par les Durocher Martineau. Alors, je demeurais sur quand j'étais au Tremont, je demeurais sur Kerb. Et Jamais 2 sans toi, il demeurait sur Kerb, les personnages, non? On voyait la devanture. Les personnages demeuraient sur Kerb. Avec la petite sauce. Toi, est-ce que tu as connu Jamais 2 sans toi, Thierry, ou tu n'étais pas encore au Québec à ce moment-là? Je suis arrivé en 84, moi. Ah. Donc, ça fait un petit moment. OK. Jamais 2 sans toi, c'était de quelle année à quelle année, Guy? La première fois, c'était de 77, 78. Ah oui. Puis ensuite, 90, 91, je pense. Ouais. Parce que moi, je suis arrivée au Québec en 77 et je me souviens
d'écouter, mais religieusement, Jamais 2 sans toi. Et pour moi, c'était comme une introduction aussi à la culture québécoise, parce que j'avais vécu en France, puis j'avais vécu en Ontario, plate à mourir, et j'adorais tous les personnages. Et on en parlait tout à l'heure avec Richard avant que vous arriviez. Et moi, le personnage de la féministe de Micheline Langto, c'était un personnage que j'adorais. Mais vous pourriez plus écrire des personnages comme ça aujourd'hui? Non. Je ne pourrais pas écrire non plus le personnage de Rémi Duval, ça, c'est sûr. Parce non. Il était trop macho? Moi, je trouvais pas qu'il était trop macho, mais... Mais les gens vous l'auraient reproché. Je pense que ça marcherait pas. Je pense que des gens apprécieraient tout Jamais 200 toi marcherait pas? Non, pas forcément, mais le personnage de Rémi Duval, je pense pas que ça marcherait. Parce que c'est généralisé, là. C'est pas juste ici, là. Autant en Europe, il y a des blagues que tu peux plus faire, particulièrement des blagues qui concernent les femmes. Même quand elles sont bien drôles, tu peux pas les faire, tu vois, parce que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te taper sur les doigts. Ou qui va s'offusquer. Qui va s'offusquer. À mon sens, ça limite beaucoup le genre d'humour que tu peux faire. Tu sais, je regarde... Tu sais, imagine Frank Dubosc d'il y a 10 ans aujourd'hui. Le gars, il va faire 10 minutes sur scène, puis il va se faire battre. Mais lui, il rajoutait, il s'auto-ridiculisait aussi pour montrer à quel point on peut être bête des fois dans notre comportement humain avec les femmes. Donc, il riait de lui aussi à un moment. Il beurrait épais sur le mais personnage. Même ça passerait pas. Parce exactement, que les gens, parce que les gens parce que regarde, Yvon Deschamps, c'est exactement ça qu'il faisait. Il mettait le trait tellement gros que c'était évident que c'était pas lui qui pensait ça. Mais il y a des gens qui ont reproché quand même. Il y a des gens qui les gens étaient capables de voir le deuxième degré. Alors qu'aujourd'hui, les gens soit ne peuvent pas le reconnaître ou ne veulent pas le reconnaître. Non, mais on vit dans une société d'hypocrites. Parce que les gens se disent extrêmement purs, puis seulement parfaits et aseptisés. Non, on fait tous des jokes niaiseuses. On fait tous des jokes, des fois. On en dit des conneries, là. Surtout avec deux vannes. Hein, tout le monde, mais là, non, eux, là. Même quand on en écrit. Oui. Je suis en train de regarder une série documentaire sur Bergman, le grand cinéaste suédois. C'est bien que tu précises qui est Bergman parce que... Non, même ceux qui nous écoutent... Ah, c'est vrai, t'as raison. Alors, il est considéré par plusieurs critiques comme étant le plus grand cinéaste qui a jamais tourné. Je suis assez d'accord. Il a eu 6-7 enfants, de plein de femmes différentes. Il ne s'est jamais occupé de ses enfants. Il ne savait même pas, c'est à peine s'il savait leur nom. Il ne s'est jamais occupé de ses enfants. D'ailleurs, tu as les enfants qui témoignent dans le documentaire en disant « Mon père, il ne s'occupait pas de nous autres. Il s'en foutait puis il nous disait qu'il se foutait de nous autres. » Bon, c'est un piètre père. C'est un grand génie du cinéma. Donc, à un moment donné, on va arrêter de leur donner des prix. Richard, j'ai toujours pensé que tes enfants nuisaient beaucoup à la création. Ils n'ont pas été créés. Écrire quand t'as des enfants qui braillent à côté. C'est impossible. Mais c'est ça qu'il disait, Bergman. Il n'en prenait pas soin. Oui, mais à ce moment-là, qu'ils n'en fassent pas. Qu'ils n'en fassent pas. Ben, c'est ces femmes qui voulaient avoir des enfants de lui. Ben oui, mais à ce moment-là, la première là, qui a fait un enfant avec Bergman, elle savait pas dans quoi elle s'embarquait. Il a dit, je vais t'en faire un. Okay. L'enfant, mais j'en prends pas soin. C'est ton affaire. Laisse-moi finir. La première, elle fait un enfant avec Bergman. Elle sait pas dans quoi elle s'embarque. La deuxième, puis la troisième, puis la sixième, là, puis la septième, je pense pas qu'elle savait que Bergman, il faisait des enfants comme un lapin, puis qu'après, il s'en occupait pas. Donc, elles entraient là-dedans en connaissance de cause. Elles savaient qu'elles mariaient un génie, qu'elles allaient avoir plein de fric parce que, bon, les pensions alimentaires et tout ça. Et elles savaient très bien que le gars s'en occuperait pas. Donc, parce que lui, c'est un grand génie créateur, puis ça l'intéressait pas. Comme Picasso. Ouais, Picasso, c'était pas mieux. Hein. Ben là, les femmes, elles savaient dans quoi elles s'embarquaient, là. Regarde, Sophie. À l'époque où les femmes s'occupaient des enfants, t'avais des grands écrivains, t'avais des grands réalisateurs, etc. Maintenant que les hommes s'occupent des enfants, les femmes sont devenues créatrices. Tu commences à ne faire que démontrer la thèse que j'essayais d'expliquer, que les enfants, ça nuit à la création. Mais vous avez totalement raison, Guy, parce que pendant des années, pendant des années, pendant des siècles, à partir du moment où, comme femme, tu peux pas empêcher la contraception, ça n'existe pas, puis l'avortement, on n'en parle pas.
Donc, à partir du moment où ta condition de femme implique qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir des enfants, comment veux-tu concilier ça avec écrire un livre, être sculptrice, être architecte? C'est impossible. Parce qu'à partir du moment où tu fais un enfant, tu t'en occupes. Les trois quarts du temps. C'est qui la peine québécoise que Sacré-le-Camp? Ben, la mère la grand-mère de Anaïs Barbeau-Lavalette. D'ailleurs, la femme qui fuit, qui est un roman extraordinaire, ça parle de ça. Elle voulait avoir une carrière d'artiste, puis elle disait justement, je peux pas avoir la carrière d'artiste si j'ai un enfant. Elle a sacré son camp. Elle a abandonné ses enfants, ce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Non. Parce qu'elle disait, c'est incompatible. Et son fils s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique à cause de ça. Puis c'est un abandon absolument terrible. Oui, mais t'en as d'autres, comme Marcel Ferron, qui est parti à Paris, mais qui a amené aussi ses enfants avec elle. Je veux dire, je pense que c'est Virginia Woolf qui avait écrit A Room of One's Own. C'est que si dans ta maison, t'as même pas une pièce qui t'appartient en propre, si t'as même pas un lieu où tu peux t'isoler, puis que, comme vous le disiez tout à l'heure, Guy, t'es constamment exposé aux cris des enfants, les enfants qui jouent, les enfants qui pleurent, les enfants qui whatever, ben comment veux-tu t'isoler puis écrire un roman? C'est impossible. D'ailleurs, je fallait vous souligner que moi, j'ai un bureau aussi, puis pas Sophie. Voilà. Moi, mon bureau, il est là. J'ai une petite table de rien du tout. Pas d'endroit où travailler. Moi, j'ai un bureau fermé. Moi, j'avais un bureau fermé, moi aussi. J'avais besoin de ça. Ben, c'est important. Cette espèce d'isolation totale, de respirer, de réfléchir. Est-ce que je dois conclure que tu l'empêches de travailler? Non. Non, parce que je travaille pendant la journée pendant que notre fils est à l'école. C'est qui, là, qui s'enfermait dans une cabane, qui ne fallait pas que les enfants approchent quand il écrivait? C'était J. Salinger? C'est Salinger, l'auteur de Catherine de Rye. Il était dans une cabane dans le bois, puis ses enfants, il ne fallait pas qu'ils approchent, là, sinon c'était la colère. Lui, il était dans sa cabane, puis il était enfermé. Guy, vous faisiez comment? Parce que vous aviez quoi, 2-3 enfants? M'enferme, 2. 2? M'enfermais, littéralement, je travaillais beaucoup la nuit aussi. Ah oui? Parce que à ce Quand les moment-là, enfants sont c'est... Ouais, moi aussi, je travaille beaucoup le soir. La nuit? Ouais. Ah ouais? Ouais, très tard le soir. Toi, tu as combien d'enfants, Thierry? Moi, j'en ai un. T'en as un? Mais c'est en fait l'histoire du soir, c'est que moi j'ai passé une partie de ma vie quand même dans le monde de la restauration. Ben oui. Donc le soir, on termine très tard, 11h, minuit, on se fait à manger quand tout le monde est couché. Donc le rythme de vie est décalé. Et j'ai toujours gardé, même depuis les 20 dernières années que je suis plus en cuisine entre guillemets, j'ai gardé ce rythme de la nuit en fait. Alors j'ai transposé mon temps de nuit pour écrire, parce que justement tout est calme dans la maison. Donc là, quoi, jusqu'à 2h du mat? Non, jusqu'à 1h, 1h30. 1h30. Oui. Je suis jamais couché avant 1h, 1h30. Mais c'est particulier quand même le monde de la restauration parce que t'es toujours à contre-courant. Complètement. Du reste de l'humanité. Quand les gens font la fête, quand c'est Noël, quand c'est la Saint-Valentin, quand c'est la fête des mères, tout le monde est en mode plaisir, toi, t'es en mode travail. Quand toi, t'es en mode plaisir, les autres sont en mode travail, t'es constamment décalé par rapport à tout le monde. Mais j'ai raconté ça à des amis dernièrement, c'est marrant qu'on en parle, parce que j'ai expliqué que moi, j'ai eu mon premier Noël à vie, à l'âge de 41 ans. Pardon? Ton premier Noël à 41 ans? À vie. Tu travaillais à vie? Non, mais mes parents étaient hôteliers restaurateurs. Ah ouais. Donc, quand c'était les périodes de fête, ils étaient pas là, ou ils étaient là, mais nous, on couchait au-dessus dans l'hôtel à côté, et ils travaillaient. Et donc, après ça, moi, je suis rentré en apprentissage, j'ai travaillé en cuisine jusqu'à l'âge de 41 ans. Et la 42e année de ma vie, j'ai passé un Noël en famille avec des amis. Et tu ne savais pas ce que c'était. Et c'était mon premier Noël. J'ai fêté Noël. Est-ce que tu croyais au Père Noël? Et je me suis dit, il existe la preuve. Mais moi, je te dis, le Père Noël est une ordure. Oui, je sais. D'ailleurs, Anémone est décédée dernièrement. Mais pas Dieu de et son ça. âme. Non, pas à de cause ça. du Père Noël. C'est drôle parce qu'on a montré le film, Le Père Noël est une ordure à notre fils. Et encore une fois, la même chose dont on parlait tout à l'heure, la rectitude politique. Ah mon Dieu. Aujourd'hui, tu peux pas. Tu peux pas. C'est très drôle que tu dis ça parce que quand justement Anémone est décédé, sur les médias sociaux sont sortis des petits clips ou des images ou des citations du film. Pierrette, je te prends, je te retourne, je te recule. Alors ça, c'est drôle, impossible qu'il y ait un film comme ça, c'est celle-là que etc. t'as retenue. C'est super drôle. Non, mais- je te prends, je te retourne, je t'encule. Mais, Ça serait impossible cette aujourd'hui. phrase-là Parce dans qu'on un rit. film aujourd'hui n'est plus possible. Oh, Je veux dire, possible. on- Le pire, c'est les qu'on gens- peut toujours le faire, mais on ne peut plus en parler. Bon. Est-ce que vous voulez un peu plus de vin, Guy?
Ça fait partie de la vie. C'est ce qui rend la vie agréable aussi. Les blagues niaiseuses, tu sais. Il n'y a personne de peu, il n'y a personne de parfait. Non, on fait là, tous, en plus, on fait tous des erreurs. Hein, je veux dire, Oui. personne de parfait. Mais en même temps, bon, ok, je dois avouer quand même que moi, j'ai aussi fait attention aux mots qu'on peut dire, aux comportements, etc. Parce que je me dis, est-ce qu'on est des fois obligé de blesser les gens inutilement parce qu'on était maladroit, Donne-moi un exemple. Je sais pas, je veux dire, d'avoir un regard insistant sur un décolleté d'une dame, on n'est peut-être pas obligé, surtout en présence de sa copine. Voilà, c'est des, je sais pas, il y a des gestes, il y a des comportements, Le gars qui m'a mis la main sur la cuisse, qui est très connu, mais dont on ne dira pas le nom. Mais en même temps, je me dis, pour moi, c'est pire que le mettre la main sur la cuisse, parce qu'à moi, à la limite, ça peut être de la crouse, ça peut être une forme de maladroite mais tu dis, regardez, séduction, mais de le faire en présence du conjoint du mari, ça, je trouve que c'est un irrespect total, et pour la femme et pour l'homme. Mais tu dis, regardez, c'est audacieux. Non, c'est l'audace, c'est de demander dans les yeux de la personne si je peux le faire. Et qu'elle dise oui. Ça, c'est de l'audace. Mais Thierry, tu dis, regardez le décolleté d'une femme. Si un commerçant... Non, mais il y a regarder et insister, là. Si un commerçant met beaucoup de soin à avoir une super belle vitrine et que tu ne regardes pas sa vitrine, il va être très fâché. Il va être très frustré. À un moment donné... Je suis pas d'accord, parce que la vitrine de la dame n'est pas à vendre. Non, mais si elle met, tu sais, ou un homme, mettons un homme qui a des pantalons très, très serrés, ou je sais pas trop quoi, une chemise qui est ouverte sur ses muscles, etc., il veut qu'on le regarde. Il me semble aussi, il me semble. Parce que écoute. Mais il faut bien qu'il y ait un divergent sur les quatre, là. Oui. Non, mais j'étais dans un restaurant, il y a 2 semaines, je pense, soit en Irlande ou en Angleterre, et il y avait une fille que j'ai pas pu manquer. Non, mais j'ai passé mon repas à la regarder. Et elle était énorme. Elle était vraiment pas jolie, mais elle avait une poitrine très opulente et très découverte. Généreuse. Très généreuse. Très invitante, toute blanche. Vraiment intéressante. Là, laiteux. Sur la peau laiteuse, etc. Ouais. Écoute, j'en ai fantasmé pendant une nuit ou deux. Et en sortant du restaurant, je dis à Maryse, as-tu vu la fille? Elle dit oui, de toute façon, t'as passé tout le repas à la regarder. Mais j'ai dit, pourquoi une fille qui est aussi peu jolie que ça, parce qu'elle était vraiment pas jolie, mais qui a une si belle poitrine, la montre, elle dit, écoute, c'est tout ce qu'elle a à montrer, donc à partir de ça, elle s'en sert. Vous connaissez la phrase. C'est correct. Vous connaissez la phrase en anglais, « If you've got it, flaunt it Ouais. ». Si tu as quelque chose, mets-le en valeur, puis mets l'accent là-dessus. Puis ça. Mais moi, j'adore, Guy, que premièrement, que vous nous racontiez cette anecdote-là, et deuxièmement, que vous nous racontiez qu'en plus, votre femme que vous aimez, Maryse, était à vos côtés. Parce que l'être humain, là, c'est un être fait de chair et de sang. Et je te jure, je n'ai jamais vu une poitrine aussi blanche dont la peau des seins me semblait aussi soyeuse, aussi douce. Et je te jure, j'ai rêvé à elle. Bon, mais j'adore ça. Et savez-vous ce que ça me prouve? Ça prouve qu'en 2019, il y a encore des hommes qui bandent quand ils voient une femme qui a des attributs intéressants. Et on peut-tu le dire? Oui. On peut-tu dire que... L'anecdote entre Simone Signoret et Yves Montand. Yves Montand a trompé Simone Signoret avec Marilyn Monroe. Il a tourné How to Marry a Millionaire avec Monroe aux États-Unis. Il a couché avec. C'est venu aux oreilles de Simone Signoret. Et plusieurs années plus tard, Simone Signoret a dit s'il n'avait pas couché avec Marilyn, ce ne serait pas un homme. Ben oui. Fait qu'elle l'avait compris en disant hey, c'était Marilyn. Marilyn. Elle dit là, s'il n'avait pas couché avec Marilyn, ça n'aurait pas été un homme. Il a dit, c'est pas toutes les femmes qui pensent comme Simone Signoret et qui ont cette largesse d'esprit, mettons. Grandeur d'âme. Grandeur d'âme. Mais aussi, il faut dire que Yves Montand a déclaré, parce que quand Yves Montand a commencé
à fréquenter Simone Signoret. Elle était jeune, elle était fine, elle était absolument magnifique. Elle était belle aussi. Et dans Casque d'or, elle Magnifique. était absolument, elle capte la lumière, c'est absolument Incroyable. délirant. Et en l'alcool aidant, elle a empathie, empoté, elle a gonflé, elle était plus bouffie, etc. Et ce qui a fait que Yves Montand a déclaré à propos de Simone Signoret, quand je l'ai connue, c'était Casque d'or, et plus tard, elle est devenue... Je me suis couché avec Casque d'or, je me suis réveillé avec Mme Rosa. Madame Rosa, c'est le personnage qu'elle jouait dans La vie devant soi. Qui jouait une vieille pute, Ouais, vraiment, vieille là, pute, sur le Avec des bois-plein et tout, chaussettes non. qui tombent, et tu sais, là, ça aurait pu être la chanson de Charles Aznavour. Je suis allé au lit avec Casque laisse d'or, je aller. me suis réveillé avec Mme Rosa, mais c'est la tragédie de vieillir, peut-être, là, aussi, là. Ben oui, c'est ça. La vieillesse est un naufrage, disait le général de Gaulle. Mais t'aimes ça, toi? Pas que t'aimes ça, mais tu le sais, tu sais, quand il y a une belle fille qui rentre, non, tu moi, sais, je la je regarde Richard, Moi, moi. je regarde les belles filles. Moi, je regarde Richard regarder les belles filles. Est-ce que Elle toi, sait tu les que je regarde regardes, les les belles belles filles, c'est femmes? correct. Ben oui, mais moi aussi, je regarde les belles femmes. Sais-tu correct. pourquoi? Pour moi, regarder... Je suis sûre que si j'avais été à vos côtés, Guy, cette femme avec cette poitrine que vous décrivez très bien, opulente, laiteuse et tout ça, je l'aurais regardée comme je regarde, mettons, un tableau de Picasso qui chante les louanges de la beauté féminine. C'est sûr que si Richard se lève et va lui demander son numéro de téléphone, il va se ramasser une claque en pleine face. Mais que Richard Non, mais regarde la une fille belle peut quand fille... même lui glisser son numéro de téléphone Non. dans sa poche de veston discrètement. Non, ben c'est elle qui va avoir une claque derrière la tête. Je reviens aux relations hommes-femmes. Moi, j'aime beaucoup... Les relations hommes-femmes. Non, j'aime beaucoup... Il y a un jeu dans la séduction, et c'est pour ça que j'aime tant aller à Paris. Oui. Et tu sais que je te suis très fidèle. Mais non, toi, plus que très. T'as pas besoin de dire très. T'es fidèle ou t'es pas Mais fidèle? à Paris. Mais que ça l'a fait suer un peu, là. Ouais. À Guy, Paris, voulez-vous de la salade? Merci. À Paris, Elle tu te t'imagine promènes. comme montant, tu vois. Si tu voyais... après, à Paris, tu te promènes, tu vois une belle femme. Elle te regarde, elle sourit, elle sait que tu la regardes, elle sait que tu la trouves belle. Non, elle te elle sourit pas. Oui, elle te sourit. Non, les femmes françaises ont un air bête. Non, je m'excuse. Toi, tu souris, mais les femmes françaises ne sourient Est-ce que pas. je peux parler? Oui, tu peux. Il y a un Elle jeu sourit de pas. séduction entre les hommes et les femmes qui est encore présent en France. Je qui sais existe que ici tu me aussi. regardes, ça me plaît que tu me existe regardes et ça. ici aussi. Et c'est tout, ça mène à rien. Tu passes ton chemin, tu regardes une belle femme, tu lui souris, elle te sourit en retour, elle sait que t'as apprécié Apprécie sa leur beauté, beauté, voilà. elle te dit merci en souriant et tu passes ton chemin et c'est tout. Moi, c'est ça, le jeu de la séduction, du regard, c'est comme la graisse qui fait que... La graisse? Oui, c'est la graisse qui fait que les roues de l'engrenage social tournent mieux. Voilà. Je trouve ça agréable, ce jeu. Un lubrifiant un social, tu veux dire. lubrifiant, c'est ça. Parce que la graisse, là. On est en train de le perdre. On est en train de perdre ce jeu-là, qui est un jeu agréable. Bon, moi, je suis le grain de sable dans le rouage parfait de Richard. Le grain de sable qui fait enrayer les choses. Non, mais il faut dire aussi que les femmes ont subi beaucoup de violence. Et par exemple, tu parles de la France, mais je veux dire, à se promener aujourd'hui dans les rues pour une femme jolie en France, à Paris, aujourd'hui, c'est pas simple. Ah oui, mais moi, je vais te dire dans certains quartiers. Oui, tu veux dire à Paris ou ici? Non, Non, à Paris, à Paris. dans certains quartiers. Oui, c'est ça. Donc, ça devient très violent, difficile, et même se promener sur les Champs-Élysées, parce qu'il y a eu des exemples et des reportages en caméra cachée qui ont été démontrés dernièrement, où ça devient très compliqué et violent pour les femmes aussi de se promener si elles n'ont pas une tenue convenable aux yeux de certaines personnes, etc. Donc, il y a aussi peut-être les femmes se referment aussi un petit peu. Elles essayent de se protéger, avec raison, sur aussi le comportement des hommes qui peuvent être des fois violents ou extrêmes. Alors, ça casse effectivement ce que Richard aime beaucoup, c'est-à-dire c'est le jeu de la séduction. C'est le regard des gens qui se parlent et qui se courtisent sans aller plus loin. Et c'est magnifique, c'est très beau, c'est vous qui parlez de la poitrine de la femme dans ce petit restaurant en Angleterre ou en Irlande. Ça va pas plus loin que ça, mais
quand ça va pas plus loin que ça, c'est merveilleux. Mais moi, le problème, c'est d'avoir de la violence. Les belles ta Alors robe. ça, tu t'es fait couper c'est les de la cheveux, politesse. super Oui, beau, c'est de la politesse, c'est de la courtoisie, c'est de l'élégance. Mais c'est pas toujours comme ça, et c'est de plus en plus violent. Thierry, moi, Je trouve que c'est en violent. partie d'accord avec. Non, je ne dis pas que j'ai raison. J'aimais une opinion réelle. Parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps à faire des compliments, des fois peut-être un petit peu trop. J'aime votre poitrine laiteuse. À des femmes, et j'ai jamais eu de claque sur la gueule. Non seulement j'avais eu de claque sur la gueule, mais en général, toujours des sourires agréables. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense que il y a une façon de le faire. Exactement, c'est le regard bienveillant ou pas. Si tu le fais, si tu veux, avec des intentions ou ce qui peut sembler être une agression sexuelle, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si tu le fais non, mais c'est sûr, coller la fille de façon chaleureuse, écoute, j'ai jamais eu de claque sur la gueule. Je n'aurais peut-être mérité, mais j'en ai jamais eu. Donc, je me suis dit, ou j'ai été très chanceux, ou j'ai été... c'est sûr que maintenant, peut-être que ça serait peut-être plus compliqué d'avoir des regards insistants, mais en même temps, c'est pour ça que je parlais de balance. Je parlais de balance tout à l'heure entre avoir quelque chose qui est charmant, qui a un vrai sourire dans les yeux, versus je te sauterai dessus puis je te violerai là. OK, mais moi je vais donner un exemple. Il y a une nuance. Là, c'est génial. C'est ce que je dis. Je parle de la violence de certaines personnes. On parlait de la France, etc. Et ça arrive encore. Et beaucoup de femmes, avec raison, s'en plaignent et ont peur de se promener à partir de certaines heures, etc., sur le comportement de certains excités. Il y a une génération de Québécois, tu vois, qui est l'inverse de certaines communautés ethniques. Tu vois, dans les centres d'achat, c'est la femme qui est là, puis le gars est derrière, puis il traîne des pieds. Il traîne des pieds, la tête penchée, là, tu sais. Il est derrière maman, là. Ouais. Puis il y a des hommes qui appellent leur femme maman, là. Jean-Marc Chaput. Ouais. Jean-Marc Chaput. Appelle sa femme maman. Le nombre de fois j'ai vu Jean-Marc Chaput avec sa femme en disant maman. Ton père, il appelait ta mère maman. Je pense qu'il appelait ma... Je suis pas sûr qu'il appelait ma mère maman. Il est décédé maman. maintenant, mais il appelait ta mère maman. André Chagnon appelait Lucie maman. Non. André appelait Lucie maman. Le boss de TQS, de TVA. Ah, de TVA? Il appelait sa femme maman. C'est sexy en tabarnouche, hein? Là, ben, elle est une femme, puis il me fait appeler maman. Là. Richard, regarde-moi dans les yeux. Là. Si tu m'appelles maman, et surtout au moment suprême de l'orgasme partagé, ça dépend. C'est une cause de divorce. Oui. Maman! Oui. Ah non! Ça peut être un acte. Non. Ça peut être une déclaration d'amour. Vous dites bien, oh, God! Oui, c'est vrai. Je trouve qu'au moment de la grâce, tu peux pas contrôler exactement ce que tu dis. Comment? Ça, c'est J'ai vrai. rarement vu une femme parler de philosophie à ce moment. Non, il n'y a pas trop d'appropriation, là. Il n'y a pas d'appropriation. En général, c'est plutôt les lettres de l'alphabet. C'est plus « Ah! Hi! Oh! » On ne cite pas beaucoup de Nietzsche. Toi, qu'est-ce que tu fais après avoir fait l'amour? Ah, j'appelle ma femme. Non, c'est un vieux gag, ça. Un vieux gag. C'est qu'est-ce que Bill Clinton dit à Hillary Clinton après avoir fait l'amour? J'arrive dans 15 minutes. Ouais. Bonne en crine, bref. C'est aussi, il y a des sortes de blagues gnochonnes. Est-ce que tu fumes après l'amour? Je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Mais j'aime les blagues sexistes parce que j'aime les blagues. Richard aime les blagues de mon oncle. Non, mais ça dit des choses des fois fondamentales sur les hommes. Sur les hommes et sur les femmes. Les blagues de mon oncle. Les femmes ont des jokes sur les gars aussi. Oui. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je vais vous raconter une anecdote. C'est drôle. Oui, attends, écoute Guy. Je vais vous raconter une anecdote assez personnelle. Je reçois un dimanche après-midi un appel à 4 heures d'après-midi. Il me dit votre père vient de mourir. Il avait 50 ans. Et 50 ans, c'est jeune. Ben là, c'est mon grand-père, parce que mon grand-père vivait toujours. Non, c'était bien mon père. Alors, je me rends avec mon frère Claude à Granby
où il habitait avec sa deuxième femme, qui est un peu stupide. Et on arrive, la femme est là, elle dit, je vais vous raconter comment c'est arrivé. Vous savez comment votre père était excité. Là, ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait la boue parce qu'on était en chicane. Alors là, je lui ai dit, écoute, il s'appelait Homer, pas de H. Il s'appelait Homer, puis elle dit, écoute, si tu veux, on va aller à la grand-messe, on va manger, puis après, s'il faut, bon, on se couchera. Et ils ont fait ça, puis là, elle dit, vous savez comment votre père était excité, ça faisait un mois, là, il était tout rouge, puis c'est épouvantable, puis là, après que ça a été fini, il s'est assis sur le bord du lit, là, il a allumé une cigarette, puis elle dit, il est tombé raide mort. Là, j'ai dit... Elle vous raconte ça. Ouais, là, j'ai dit, maudite cigarette. Écoute, la belle-mère m'a jamais reparlé. Elle était tellement insultée, tu comprends? Mais elle les était très funérailles ont eu lieu, etc. Ça a été fini. Les rapports avec elle. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 26, 27 ans. OK, donc, Mais moi, je trouve, Guy, que la façon dont vous racontez ça, c'est impossible qu'à 26 ans, vous viviez un événement comme ça et que vous ne deveniez pas un auteur de télé ou un auteur dramatique. Je veux dire, Oui. cette scène-là, racontée par ta belle-mère, et toi, tu réagis en disant « maudite cigarette », t'es fait pour écrire pour la télé. Là, je veux dire, c'est une ligne. non, mais c'est même une à la ligne télé, de- on dirait ça se peut pas. Ben, même à la télé, on dirait le gars, À il la télé, on dirait ça exagère. se peut pas. Ben voyons. Maudite cigarette. C'est très drôle. Quand vous écriviez dans Perspective, qui était le supplément dans la presse, vous avez ouvert des portes. Si il y a des journalistes comme moi maintenant qui peuvent écrire, puis même Foglia et tout ça, là, vous avez arrivé Ouais, c'est avec, vrai. Ouais. avec un D'ailleurs, c'est style. drôle, Richard, parce que des fois, je lis, tu sais, quand tu fais des chroniques qui sont un petit peu farfelues, des fois, quand je lis celles-là qui sont un peu farfelues, ça me fait penser à certaines chroniques que j'écrivais dans le Dans temps. Perspective. Fait que- Vous avez vraiment ouvert une porte avec un style qui n'était pas vraiment... Je sais pas si vous vous rappelez de Gilbert Chélier, qui était un acteur qui est mort. Ben oui. Et Qui jouait dans des films de Forcier, là, des Ouais, premiers ouais. films de Marc-André, Forcier. hein. un jour, je travaillais à Ottawa, et un soir, je vais dans pas une boîte de nuit, parce qu'à Ottawa, il n'y a pas de boîte de nuit, mais dans un club qui Et il était roule les trottoirs à 10 qui heures le était soir. à Hall de toute façon. Et là, il y a un gars que je ne connais pas, c'était Gilbert Chélier, qui faisait un monologue, mais avec un de mes textes de Perspective. Ouais. Et à la fin, je suis allé le voir, puis j'ai dit, c'était bon, votre monologue. Et là, il était un petit peu gêné, mais il dit, tous mes monologues, je les ai faits avec vos chroniques, j'espère que ça vous dérange pas. Mais là, Je le disais pas. Mais non, disait pas. il utilisait les chroniques pour faire ses monologues. mais là, vous ne payez pas des droits d'auteur. À l'époque, Ben les non, droits d'auteur. Ça n'existait pas. Les baronnets faisaient des traductions françaises Ouais, des ouais. Beatles. Il payait jamais rien. Il payait jamais rien. Non, non. Puis tous les comiques, là, les Gilles Latulippe, puis les Paul Bernal de ce monde, ils allaient Ouais. à New York en auto, ils regardaient les comédie clubs, ils copiaient tout ce qui se passait, puis en revenant la en auto, il y en route. a un qui conduisait en pleine tempête de neige, l'autre en arrière, il traduisait les gangs, puis le lendemain soir, c'est ça qu'il jouait, c'est ça qu'il jouait dans un cabaret. Mais il y a Marc Favreau qui, quand j'écrivais pour la vente à surprise avec mon frère Claude écrivait les textes de Bémessol et je le remplaçais de temps à autre parce qu'à un moment donné, il est passé une année en Europe, c'est moi qui les écrivais mais en cachette, en sigant du nom de Claude. Et la façon dont Sol parlait, c'est mon frère, en fait, qui Incroyable, avait, je savais pas ça. qui avait inventé la façon de déformer les mots, etc. Ah oui, vermouilleux au lieu de merveilleux. Et je dois dire que quand Marc a commencé à faire ses monologues sur scène seul, il a été extrêmement honnête. Il a payé des droits pour le personnage. Il a payé des droits à Claude pendant 15 ans. Puis Comme des droits de Ouais, suite, ouais, d'une façon. Oui, parce que, oui. parce que le personnage, c'était mon frère qui l'avait créé. C'est lui qui avait créé cette c'est du façon respect, ça. de parler. Et Marc a payé des droits et c'est
à peu près peut-être 10 ou 12 ans avant que Marc meure, mon frère a vu Marc puis il a dit, écoute, arrête de payer des droits, là. Tu t'as amené le personnage. Je ne savais pas que c'était votre frère qui avait fait ça. Et, mais Marc a payé des droits pendant au moins 15 ans. Mais vous, c'est très particulier parce que vous et votre frère, vous êtes des frères jumeaux. Mais vers 16-17 ans, on s'était un peu révolté contre ma mère qui était très insultée parce qu'elle ne voyait pas le problème qu'on soit habillé pareil. Mais tu sais, quand tu commences à sortir avec les filles, puis t'as le même veston, le même pantalon, la même chemise. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Échanger. Jacques, il l'a fait avec Jean. Moi, je ne l'ai pas fait, mais mon frère m'a volé ma blonde soir. Puis en plus, les querelles, il a couché avec. Alors que moi, tu comprends, en toute pureté, j'écrivais des poèmes, puis je sortais avec elle, puis je lui récitais des poèmes. Et un soir, que je pouvais pas, je sais pas, j'avais quelque chose, je pouvais pas y aller. Il est allé voir Roland. En se faisant passer pour vous? En se faisant passer pour moi, mais il a passé la soirée avec. Wow. Et l'écœurant, quand il est revenu, il me dit, c'est pas des poèmes qu'elle veut baiser. J'étais tellement insulté, tu comprends, parce que ça faisait... Ça faisait 6 mois que moi, j'écrivais, à chaque fois que je la voyais, j'écrivais des poèmes. On allait se promener dans le parc, puis j'ai récité des poèmes. OK, là, c'est la genèse de Guy Fournier. Oui. C'est à partir de là que ça a changé. J'ai décidé... C'est fini. C'est fini. Je vais les baiser maintenant. En même temps, c'est une leçon de vie qu'il vous donnait. Ça m'avait beaucoup mortifié, je dois dire. En plus, il m'annonce ça brutalement. Il dit, j'ai couché avec Roland. J'ai dit, hein? Ben oui, il dit, c'est parce qu'elle est tannée de tes poèmes. C'est très drôle. Elle est tannée du minouche. Mais ça, là, cette histoire-là, plus l'affaire de, quand vous dites à votre belle-mère, c'est la maudite cigarette, ça, déjà, juste là, vous avez 22 saisons de Jamais deux sans toi, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui écrivent des films ou les gens qui écrivent des séries télé, c'est des gens, ils ne font, dans le fond, que transcrire ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Si t'as une vie plate, tu deviens pas écrivain, tu deviens pas auteur de séries télé, tu deviens pas cinéaste. Des gens à qui arrivent des histoires comme ça, c'est tout cuit dans le bec pour Guy, là. C'est de rendre intéressant quelque chose qui a pu être plate. De rendre intéressant. Alors que moi, je rends plate des affaires intéressantes. Mais aussi, je pense aussi, je sais pas, moi, je pense qu'écrire, si tu fais de la fiction, c'est que tout est volé aux autres, là. Tu n'inventes rien, là. C'est chaque personnage que j'ai écrit, je peux dire qui c'était. C'est jamais une personne. C'est souvent un composite, là. C'est 2 ou 3 personnes. C'est que dans le cas de Rémi Duval, c'est un peu moi, mais c'est beaucoup mon père. Le cas de sa femme, de Francine, c'est 50% Aimé Dany, puis 50% ma belle-sœur, avec qui j'étais très en amour. Tu comprends? Donc, vous étiez avec Aimé Dany? Oui. Moi, c'est ça que j'aime de vous, Guy. C'est que vous avez un amour profond de la femme. Oui. Et en même temps, certains pourraient vous dire, ouais, mais tu sais, c'est un amour... mais en fait, vous aimez les femmes, vous aimez les féministes, vous aimez les femmes dans toutes leurs contradictions, dans toute leur force, dans toutes leurs faiblesses. C'est ça qui est extraordinaire. Vous aimez profondément les femmes et ce qu'elles représentent. Oui, mais c'est... Non, ça, j'ai déjà dit, puis je le redirai encore. Sur une île déserte, j'avais mieux avec une femme laide qu'un bel homme. Ah, ça, c'est... Je suis un peu une dans femme le même laide qu'un moule. bel homme. Ouais, je suis un peu dans le même moule. Ouais. Moi aussi, tu es un amant des femmes. Oui, je suis très calmé. Là, je veux dire, premièrement, j'ai été marié très, très longtemps, ce qui veut dire que déjà... Mais toi, t'es redevenu célibataire, j'ai compris. Alors, je ne suis plus célibataire officiellement. Bravo! mais tu t'es séparé récemment. Oui, il y a 4 ans, je me suis séparé. J'ai eu une période... Est-ce que c'était dur? Ah oui, parce que, entre la période où nous sommes mariés et le divorce qui a été officialisé l'année dernière, c'est 30 ans de vie quand même.
30 ans! Donc, 30 ans de vie commune, ça reste quand même... Ça marque. C'est toute ta vie adulte. Je suis un peu un dinosaure, toi, dans Et là, quand la génération excuse-moi, On a le même âge, Thierry, Richard. on a le même âge. Thierry, on a Donc, des c'est amis. 20 à 50. Thierry, on a des amis, là. Je suis né en 61. Je te pose Donc, une question. Ah, vous êtes la même année. Oui. Quand tu reviens sur le marché... Non, mais je m'excuse, mais si jamais Non, on mais se c'est une sépare- bonne question, oui. Non, mais quand tu Ah reviens oui. sur le marché, ça fait 30 ans que tu es out Oui. of the game. Oui. Tu n'es pas dans la game. La game a changé. Es-tu en train de prendre Et des là, notes? tu reviens... Oui, je prends des notes. Non, ben non. Je vais t'expliquer. J'adore. Quand tu reviens sur le marché après 30 ans, allô? Alors, en fait, oui, non, c'est Je vais une bonne te dire question. Bon, ce premièrement, que- il y a toute la période de séparation qui est quand même aussi un choc pour tout le monde, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai voulu très doux aussi, donc très respectueux. Premièrement parce que quand on a un enfant avec une personne qu'on a aimée et qu'on aime, on s'organise pour que ça soit le mieux possible. Mais après ça, effectivement, la vie reprend son cours. Et finalement, oui, j'ai été une abeille. On parlait des abeilles tout à l'heure, donc j'ai butiné. Tu as butiné. J'ai butiné, mais en même temps, je veux dire, Ah ouais? c'est Pas très j'avais- vegan, tout ça. mais chacun a sa philosophie. Moi, la mienne, c'était de me dire, bon, voilà, j'ai un certain âge, j'ai certaines envies, etc. J'avais l'envie de me faire aussi courtiser, désirer. Donc, plutôt que d'aller à la chasse, je me suis dit, je vais être le gibier. Donc, c'est chacun a sa théorie là-dessus. Moi, c'était comme ça, je me sentais. Tu dis quoi? Allais-tu dans des bars? Qu'est-ce Non, que tu mais faisais? Qu'est-ce que tu fais? on T'allais sur Tinder? on connaît Allais-tu nos sur vies Tinder? communes, on est invité Ben oui. dans plein d'événements, Des des lancements, galas, des- des machins, etc. C'est comme ça que j'ai rencontré finalement ma copine après des mois de célibat où elle est venue me solliciter comme ça en pleine surprise où je m'attendais absolument pas à me faire courtiser. Mais en même temps, j'étais prêt pour ça aussi. C'est toujours pareil, tu sais, il y a quelque chose que Et- On est prêt. on est prêt. Alors j'étais prêt pour avoir une surprise et puis la surprise est arrivée, mais en même temps ça se fait aussi avec beaucoup de liberté. Que je disais tout à l'heure en début de rencontre que non, mais j'ai choisi une vie dans un petit lieu Ouais. pour moi. Alors, en fait, je me suis choisi dans ma séparation. J'ai décidé de devenir propriétaire de ma vie et non plus locataire. Ben, Quand on vit en couple, il faut bien dit, ça. Ouais. que tu sois bien avec toi-même pour attirer je d'autres pense femmes. que c'est Parce vrai. que si t'es pas bien Je avec pense que c'est toi-même, vrai. Je pense que c'est vrai. les femmes sont hypersensibles. Mais Elles c'est le sentent regard. vraiment- Oui, en fait, c'est ça. Les femmes sentent vraiment si un gars est bien dans sa peau ou pas Oui. bien dans sa peau et fuient les gars qui sont pas bien dans leur peau. Oui, Vraiment, là. ça a été le cas. Mais toi, il n'y a jamais de ouais. femmes qui vont te fuir parce que toi, tu es super bien dans ta peau. Je sais pas, je suis un sacré bon menteur. Je ne sais pas. Un sacré bon Ça fait menteur. 17 ans, je te connais. Guy, vous voulez dire quelque chose? Moi, j'ai Sur rien de revenir, problème, je vais te dire comment, Ouais. Thierry. J'ai toujours eu un backup et des fois 2 ou 3 backups. Qu'est-ce que vous appelez un backup? Ben, tu dis, si je quitte ma femme ou ma femme me quitte, j'ai déjà des Prospects, des prospects. Donc, vous aviez Ouais, déjà ouais. fait comme de la séduction avant, là. Vous avez préparé J'avais le déjà terrain. préparé le Vous avez terrain. préparé le terrain. Pas moi. ouais. Moi, j'étais Ouais, complètement free, là. Et Marc C'est-à-dire, Boilard. tout ce qui restait, c'est de le mettre dans le four micro-ondes 2 minutes, puis c'était prêt, là. Et ce que, Ah, mais ce je peux qui a vous fait- laisser, les garçons, hein? ce qui a fait dire, parce que quand je divorçais la 4e fois, mes Oui, c'est ça, il a enfants- de l'expérience par rapport à moi, quand même. Qui Moi, je suis peut un dire- novice, hein. Qui peut dire quand Moi, je suis un vous divorcez enfant, pour hein. la 4e fois? Qui peut dire Quand ça? j'ai divorcé pour la Mais- 4e fois. Mes fils m'ont dit, j'espère, là, papa, que tu vas réfléchir avant de t'embarquer de nouveau. Ben là, Et à un moment donné, ils m'ont retrouvé, Ouais. j'étais avec Maïs. Et là, ils m'ont dit, ben oui, t'étais supposé réfléchir, papa. Ben j'ai dit, j'ai réfléchi 3 jours. Sophie, j'ai envoyé des fleurs à leur anniversaire à tous mes ex toute ma vie. Ah. Sauf l'arabe. Oui, mais ça, c'était pas long. Ça, c'était pas long, donc Vous c'est dites combien de correct. temps avec elle? Un an et demi. un an et demi, mais vous êtes fait avoir, Guy. Ouais. Mais- Le T'en pire, fais mais je pense que c'est à cause de ça, c'est Pierre Trudeau qui m'avait servi de témoin, c'est-à-dire là, pour le À mariage. votre mariage. Pierre Elliott. Pierre, il nous l'avait raconté quand on est allé manger chez Ouais. lui. Quel Pierre Trudeau? Pierre Elliott.
Fait que, Carélia? Ben oui. Et je suis sûr que c'est à cause de ça que ça n'a pas marché. Un fédéraliste, Carélia là. a été votre témoin. Oui. Ben ça a été un de mes plus grands chums jusqu'à Carélia Trudeau était Ben un oui. de vos plus grands chums. Ouais. Il était Qu'est-ce que comment? vous aimiez chez lui? Son intelligence. Octobre 70, quand même. Impardonnable. Est-ce que ça Écoute, dans on votre sait, amitié, octobre 70, est-ce que OK. la loi des Je veux mesures dire, de guerre, etc. hein? Je peux comprendre, j'ai lu, moi, des textes écrits par Ouais, Pierre écoute. Trudeau. C'est un grand intellectuel, là, c'est un Ben, homme brillant. mais- là où quand il y a eu de l'Acmé, avant quand il a fait sa sortie là, dans le Toronto Star, avant le l'Acmé, je pense que j'avais le mercredi, j'avais été manger avec lui, on avait passé l'après-midi ensemble, j'avais essayé de le convaincre de pas faire de sortie parce que moi, je trouvais le l'Acmé, c'était une excellente idée. Ben oui. Et il m'a jamais répondu. Il n'a pas dit qu'il le ferait, qu'il sortirait pas, mais j'avais l'impression de l'avoir convaincu de ne pas le faire. Tout l'après-midi, j'avais essayé de lui faire comprendre que l'utopie, parce que c'est une utopie qu'on avait dans les années 60, d'un Canada bilingue, etc. Parce que Pierre aussi avait eu... Tu sais, le temps qu'il a été premier ministre, il y a eu le French Power, les trois colons. Pelletier, etc., Michel trois colons, Lalonde, ouais. etc. Ouais. Ils avaient l'impression d'avoir énormément de pouvoir. Il y en avait beaucoup. Mais c'était le seul moment où il y a eu vraiment des Canadiens français qui avaient, des francophones qui avaient du pouvoir à Ottawa. En tout cas, je pensais de l'avoir convaincu. Quand il a fait la sortie dans le Toronto, dans le Toronto Ben Mace, le Contre Toronto Stars. Meach. Ouais, contre Meach. Là, j'étais tellement... Et Mitch, on s'entend que c'était le minimum, Le minimum syndical. syndical. C'était le c'était minimum syndical. pour moi, là. si On si ne peut Meach pas avait baisser plus bas que ça. Si Meach Si avait Meach avait passé, passé, il n'aurait là, pas de problème. Il n'aurait plus de problème. C'était vraiment un gros choc. Elijah Et après ça, bon, c'est revu quand même beaucoup. On se voyait 2-3 fois par mois. Et moi, j'avais dit à Pierre, écoute, moi, ça, je ne peux pas accepter ça. Là, ce que tu as fait, je trouve ça impardonnable. Puis, je pense que je t'avais parlé sincèrement avant que tu fasses ta sortie et tout. Il y a deux choses. Ou pas, on peut arrêter de se parler, ou bien on peut continuer de se fréquenter, mais plus jamais on va reparler de politique canadienne. Parle-moi on va parler de politique étrangère, etc., parce qu'il y avait quand même des bons chums de Don Gorbatchev et tout ça. Ben oui, J'ai Fidel dit, Castro. on va parler de politique étrangère, si tu veux, mais on va reparler de politique canadienne parce qu'on Alors, quelle sera option jamais vous avez d'accord. choisie? On a choisi de ne pas parler de politique. Fait que chaque fois qu'on s'est vu, depuis, on n'a jamais reparlé de politique canadienne. On n'a jamais reparlé Mais de il a politique quand canadienne. même été... Mais ça a été une blessure à votre amitié, quand même. Ça a été une déception. Parce que vous étiez mis au banc de la colonie artistique parce que vous étiez un fédéraliste. Oui, mais j'ai jamais fait état de mon amitié avec Pierre. Là, tu sais. Ouais. Jamais. Ça Parce faisait que partie de votre intimité. ça faisait partie, justement, là, tu sais, Donc, d'un passage. Puis moi, c'était très sensible, l'amitié avec Pierre. Moi, j'ai eu des moments formidables avec lui, des discussions formidables, des débats formidables. on peut être amis. Non, mais ça, c'est important. Je remets ça dans le contexte d'aujourd'hui, Guy. Ah oui. Où on peut être ami avec des gens avec Faut qui on n'est pas prendre position. d'accord. Ouais. On peut être ami avec des gens, mais on est amis. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est binaire. C'est complètement C'est derrière. t'es totalement avec moi ou t'es un ennemi, un adversaire. Exact. Or, la vie est pleine de complexité, de Pleine. subtilité. Ouais. Moi, je suis ami avec des gens avec qui je ne partage pas. Puis des fois, moi, je me considère plus de droite que de gauche, mais je préfère un gars de gauche intelligent qu'un gars de droite con. C'est Tu comprends? Mais non, c'est Tant ça. qu'à Ouais, prendre c'est un sûr. verre, là, j'ai Ouais. des amis de gauche qui sont intelligents, puis il y a des gens de droite que je trouve cons. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il faut être entier. Mais regarde, Et dans moi, la vie, personne n'est entier. On a tous des ombres Mais tu de vois, compromis. mais c'est aussi... mais j'ai toujours été relativement discret parce que je sais bien que le milieu que je fréquentais... ils vous auraient pas pardonné. tu sais, ça aurait Vous l'aurez été- pas c'était plus pardonné. simple de fermer ta gueule. Ben, pas Tu juste comprends, ça, tu mais sais, c'est fait aussi que certaines personnes que vous côtoyez dans le milieu artistique avaient elles-mêmes été victimes, justement, en 1970, des
Des lois, des mesures de guerre. Non, c'est ça. Et puis, tu sais... Tu peux pas être ami avec Michel Brault puis être ami ouais. avec Pierre Trudeau. Tu sais, moi, j'ai passé, quand Michel, le fils de Pierre, est mort, moi, j'ai passé l'après-midi avec Pierre, c'est la seule fois que je l'ai vu pleurer, où il était totalement défait. Puis, à ce moment-là, je m'étais dit, il ne pourra pas passer au travers. Ça l'a détruit. Il aimait ses enfants. Il a été sur une pente déclinante après ça. Il est mort pas tellement longtemps. Mais moi, après. tu vois, 3 ans après. Oui. Mais moi, je l'ai connu dans des moments, tu sais, j'ai eu avec lui des moments d'intimité totale quand il y a eu des problèmes avec Margaret. Il venait d'Ottawa pour me voir, pour essayer de voir ce qu'il pourrait faire. Est-ce que quand Margaret a Frenché Mick Jagger? Non, mais tu sais, un soir, il y avait du sacré Jack à Margaret. Là, il était tellement malheureux, tu comprends? Fait que le lendemain, on a mangé ensemble. Il était pas à Montréal, puis on a mangé ensemble. J'ai eu des... Ça a été un grand ami. C'est vraiment ça a été un grand ami, puis... C'est sûr que c'était un gars d'une grande intelligence. Mais c'est un gars dont l'utopie, dont la vision s'est avérée... irréaliste. Irréaliste, là. Tu veux dire dans le cas de Trudeau? Dans le cas de Trudeau, c'est-à-dire... C'est sûr. Le Québec serait séparé, Pierre Trudeau serait resté au Québec. Tu comprends? Jamais il serait allé du Québec. Quand Joe Clark a été élu, je me rappellerai toujours, 2-3 jours après, il est venu à Montréal, on a mangé ensemble, puis là, il me dit, Guy, les Anglais n'ont rien que ce qu'ils méritent parce que Joe Clark, c'était un con. Il n'aimait pas Joe Clark. Joe Clark n'était pas super non, ça n'a pas été le meilleur premier ministre qu'on a eu, c'est Il y a sûr et aussi certain. la décriminalisation de l'homosexualité. Oui, je pense que je veux dire, il faut quand même... L'État n'a pas d'affaire dans la chambre à coucher des citoyens. Il faut au moins quand même lui reconnaître ça. Non, si, surtout à l'époque où c'était arrivé. tout, aujourd'hui, on trouverait ça normal, mais il y a 40 ans, c'était pas pareil. Pierre, il défendait la liberté individuelle et les droits individuels. Il avait mauditement raison. Tu comprends? Parce que on sortait du Plessis, tu comprends? Il fallait les défendre, ces droits-là. À ce moment-là, c'était extrêmement important. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais dans le contexte, dans ma tête, à moi, ça n'a jamais été un homme politique. Moi, c'était d'abord un chum. Un ami, un chum, tu comprends? Avec qui je pouvais discuter, avec qui je pouvais ne pas être d'accord. Ouais. Mais... Et quand on a décidé, après l'affaire du Lac-Meach, de ne plus jamais reparler de politique canadienne, il l'a respecté, puis je l'ai respecté parce que là, je savais que si on n'était pas discuté de ça, c'était pas... Ça allait briser. Ouais. Les amis, avez-vous bien mangé malgré tout? C'était extraordinaire. Avez-vous aimé? Moi, le barbecue était top. On a bien parlé. Hein. On a bien parlé. Est-ce qu'on trinque? À quoi on trinque? Guy, à quoi vous trinquez, vous? Moi, c'est au plaisir de vivre. Ah, j'aime ça. Ouais, au plaisir de vivre. Et toi, Thierry? Parce que je trinque à la parole. Ça risque de pas durer longtemps. Tu sais, Mais non, on ne sait jamais. À la Thierry? parole, moi. À la parole. À la parole. Richard? Oui. Mais au plaisir de vivre. Et moi, au sans gluten, parce que le gâteau était très bon et il était sans gluten. Ce sera ma conclusion pour ce soir. Mais j'ajoute un post-scriptum. Guy, votre père est mort à 50 ans. Ma mère à 45. Oh, mon Dieu. Ça change le regard qu'on a qu'on a sur la vie, quand face à la mort? Face à la vieillesse, face à la mort? La vieillesse, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas? Ben, j'aime pas trop parce que c'est très chiant de perdre des moyens, de pas... même si... tu sais, je regarde, là, on a fait 3 semaines de voyage où j'ai marché comme si j'avais 20 ans. Et je peux pas dire que je n'ai pas vraiment de problème de santé ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'à 88 ans, tu sais très bien qu'il te reste quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'y pense tous les jours. Ah oui? Vous avez quel âge? 88, je crois. 88. Là. Non. Là, j'ai eu un petit non, choc. Fuck. Non, mais je m'excuse, Guy. Là. Vous avez 88. Moi aussi, j'ai eu un petit... J'ai entendu chier, j'ai fait... Non, mais je veux pas être... Non. C'est pas parce que je suis gentil pis tout ça. Non, moi non plus.
Mais C'est 88? 30 de plus que moi. OK, ça. moi, je vais Ok, je vais être comme ça, 88. s'il vous Moi plaît. aussi, moi aussi. Jésus, s'il vous plaît, je vais être comme ça, 88, s'il vous plaît, s'il vous plaît. mais c'est sûr que, d'abord, il y a une chose, c'est tu peux pas ne pas passer à la barre tous les matins, tous les jours. La seule chose que je veux pas, puis qui me serait extrêmement pénible, c'est de devenir dépendant. Là, ça, parce que dans le moment, je vis comme si j'avais 25 ans. Là, je fais à manger tous les jours, je fais tout ce que je veux. Je suis moins fringant, tu vas me dire. Ça, c'est sûr. Mais quand même, je baisse toujours. Je baisse toujours. Donc, à partir de ça, tu sais, je me dis, ben c'est pas si mal parce qu'il paraît, on m'avait trop dit qu'après 75. Ah ouais. Mais je pense que ce qui, en tout cas, moi, m'a pas quitté, c'est le désir. Alors, je pense que tant que tu as du C'est la désir, priorité. ça marche. En fait, c'est à ça qu'on devrait trinquer, au Moi, je pense que désir. c'est le désir. Au désir. C'est mon mot préféré à la française. Ah, le désir. C'est mon mot préféré. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.